Bonjour à toutes et à tous, une fois par mois sur les ondes de RCF Liège, mais aussi en vidéo, nous vous proposons des regards d'évêques sur le monde en général et sur l'Église en particulier. C'est en 4 parties, il y a l'actualité générale, la vie du diocèse, la vie de l'Église en général, et puis pour terminer, les questions des auditeurs. Eh bien aujourd'hui, dans cette première partie, nous nous intéresserons à la vie du monde, donc à l'actualité en général. Et pour cette édition de mars 2019, Jean-Pierre Delville, évêque de Liège, est avec nous en studio. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Ralph. La question obligatoire, quels sont les événements des dernières semaines, des derniers mois qui vous ont frappé particulièrement, que vous avez envie de commenter? C'est vrai que dans les médias, ces derniers temps, au niveau de la politique internationale, on a beaucoup parlé du Brexit qui, indirectement, concerne aussi la Belgique. Oui, c'est vrai, parce qu'il s'agit de savoir les répercussions aussi sur la Belgique. Nous en sommes pour le moment donc à la probabilité d'un report du Brexit, certainement à la fin juin, au lieu de fin mars. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'il y ait un report et non pas un no deal, parce qu'un no deal, ce serait vraiment malheureux, ce serait vraiment accepter de faire une rupture sans aucune négociation, sans aucun arrangement. Les députés britanniques ont voté justement en faveur d'un arrangement. Le tout est d'y arriver à cet arrangement. Donc j'espère vraiment qu'on va trouver quelque chose d'ici la fin juin. Personnellement, j'espère toujours qu'on puisse relancer l'idée d'un second référendum, même si on sait que les Anglais refont difficilement un deuxième référendum sur un sujet qui a déjà été utilisé pour un premier référendum. Il faut en tout cas trouver une manière de faire valoriser la prise de conscience des Anglais qu'un Brexit pur et simple n'est vraiment pas favorable. Et là, c'est une prise de conscience qui a progressé. Il y a en Angleterre la conscience qu'on ne peut pas simplement comme ça, tout simplement se dire on arrête pour faire autre chose. Et il y a la conscience que l'Angleterre fait partie de l'Europe traditionnellement aussi, et qui a donc un lien important, sans compter un lien économique énorme, quoi. Donc je pense que les mois prochains doivent être mis à profit pour cela. Il reste l'inconnu des élections européennes. Les élections européennes qui sont prévues le 26 mai, si je ne me trompe. Et donc, comment alors va-t-on faire si la Grande-Bretagne est toujours dans l'Union européenne jusqu'au 30 juin? Est-ce qu'elle va voter le 26 mai ou pas? C'est un cas d'école, si je puis dire. Mais en tout cas, voilà, ça nous met en face de nos responsabilités par rapport à une transaction, par rapport à une négociation concernant le Brexit. Ça nous met en face de nos responsabilités aussi sur le fait d'entretenir, je dirais, un véritable lien de fraternité, de dialogue avec la Grande-Bretagne. J'aurai la chance moi-même d'y aller, d'ailleurs, fin mars, pour une rencontre à York, au niveau d'un dialogue écuménique. J'avais peur de trouver là-bas et de ne pas pouvoir revenir si jamais les choses étaient mal engagées. Mais heureusement, les choses sont un peu mieux engagées. Et je me réjouis d'un peu entendre aussi, finalement, le climat dans lequel on se trouve aujourd'hui par rapport au Brexit. Oui, le Brexit sera un sujet à cette rencontre? Je suppose que dans les bruits de couloir ou dans les conversations de table, on n'y manquera pas et on en parlera certainement. C'est ça. Évidemment, le Brexit fait partie d'une discussion beaucoup plus générale sur l'avenir de l'Europe. Certains disent que l'Europe est peut-être trop grande, il y a des avis trop divergents et finalement des pays avec des idées trop différentes. Par exemple, la Hongrie, la Pologne, même l'Italie. On a l'impression que l'Europe devient ingérable. Est-ce que vous avez aussi l'impression que l'Europe est peut-être trop grande? L'Europe a toujours été une polyphonie. L'Europe a toujours été un accord de voix différentes. L'Europe a inventé la polyphonie, c'est-à-dire faire chanter ensemble des voix différentes et créer quand même une harmonie, mais qui va de dissonance en consonance, et donc qui alterne en un certain sens les tensions et les relaxations. Alors si l'Europe a inventé la musique polyphonique, je crois qu'elle a inventé aussi la politique polyphonique. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'Europe cette caractéristique qui est l'union des différences,
qui est le respect des cultures locales, les diversités des cultures locales. Bien souvent, il y a eu les antagonismes des cultures locales, mais néanmoins des courants qui circulent et qui unissent ces cultures locales et qui produisent une culture européenne. Et cette culture européenne, elle a toujours existé. Ce qui fait que quand on se promène, que ce soit à Vienne, que ce soit à Stockholm, que ce soit à Rome, on découvre un esprit commun et très différent de ce qu'on découvrirait si on allait subitement en Afrique ou si on allait en Asie ou même aux États-Unis et en Amérique. Et donc, il y a à valoriser, si vous voulez, ces communications toujours à remettre à neuf. Donc je pense qu'en ce sens-là, les problèmes actuels font partie des aléas et même des caractéristiques de la dimension européenne, qui est l'union des différences. Et donc je pense que nous, en tant que chrétiens, évidemment, on est poussé à travailler dans le sens du réseautage, dans le sens de la mise en réseau, en communication, en compréhension mutuelle, et pas dans le sens inverse de l'opposition ou de, je dirais, le pessimisme. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi un acte de foi européen que l'Église a en quelque sorte, consciemment ou inconsciemment, eu depuis les origines, depuis Clovis au 5e siècle pratiquement. Je crois que la foi chrétienne a été un ciment de l'Europe. Et donc je pense que ça continue à être important qu'il y ait cette dimension de foi en un dialogue des cultures et en un au-delà des antagonismes. Autre sujet qui est toujours à l'avant-plan depuis quelques mois, les gilets jaunes. Il y a quelques jours, donc la semaine passée, on a vu notamment des images de kiosques en feu, donc vraiment de la violence. Est-ce que pour vous, les gilets jaunes en France ou en Belgique ou ailleurs sont encore crédibles ? À un moment donné, quand ça tourne à émeute, on se trouve en face de mouvements quasi révolutionnaires qui ne sont pas relayés de façon politiquement crédible. Ça, c'est vraiment un problème. Quand on fait l'histoire de France, il y a eu constamment des émeutes, que ça commence à la Révolution française ou que ça continue au XIXe siècle, en 1848, en 1870. La France a une certaine habitude des émeutes. Il y a eu évidemment le fameux mai 68 à Paris. Je dirais que la France a une capacité d'expression de la différence là, qui est parfois caractéristique, mais à un moment donné, quand la dimension d'émeute n'est pas relayée par un courant politique structuré, on aboutit à l'impasse. Et en France, on est plusieurs fois alors arrivé à la dictature dans ces cas-là. Ce fut le cas en 1870, la grande commune de Paris, qui était une grande commune en quelque sorte révolutionnaire, finalement a abouti au Deuxième Empire avec Napoléon III, et donc finalement à une dictature de facto. Donc ça veut dire qu'il faut quand même se rendre compte que le danger est de tomber dans un genre de mouvement dictature s'il n'y a pas un relais politique. Et moi je pense qu'en Belgique, quand les syndicats font le relais, comme ils le font pour le moment régulièrement, par des actions diverses, par des revendications claires, qui débouchent sur des accords effectifs, c'est beaucoup mieux. Et donc je pense que la réponse aux Gilets jaunes, c'est quand même une valorisation des mouvements syndicaux et des relais qui sont structurés. Et donc je pense que voilà, la France doit entrer dans ce sens-là. Et si les Gilets jaunes n'ont pas à un moment donné un véritable relais politique clair, ça va tourner vraiment en eau de boudin, quoi. Ça va vraiment devenir un gros problème. On va passer de l'expression populaire à un risque en quelque sorte de dictature. Et donc voilà, moi je plaide très fort pour qu'il y ait et on invente des relais nouveaux ou que les syndicats s'investissent dans le relais de ce qui est ressenti par les Gilets jaunes. Quittons l'Europe pour un autre sujet qui a ébranlé l'actualité la semaine passée, un attentat en Nouvelle-Zélande, pays plutôt paisible et connu pour ses beaux paysages. Et voilà qu'un homme d'extrême droite abat froidement une cinquantaine de musulmans. Quelle est votre réaction ? Parce que c'est quand même aussi une attaque contre la religion, peut-être pas la religion chrétienne, mais une religion. Oui, c'est un peu l'horreur. Et on se rend compte qu'on a l'inverse de ce qu'on a eu l'habitude d'avoir en Europe. En Europe, on a eu des attentats islamistes. Ici, c'est l'inverse. Ce sont les musulmans qui sont attaqués. Évidemment, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur du monde musulman, il y a régulièrement des attaques
que ce soit en Irak, que ce soit au Pakistan, que ce soit à d'autres endroits malheureusement. Donc il y a des tensions internes qui sont très très fortes. Mais ici, c'est l'attentat d'un radicalisé contre l'islam. Donc ça montre bien qu'il y a toujours des tentatives de dérive, des tentations de dérive. Il y a des déchaînements de violence non contrôlés qui sont parfois le résultat d'un je m'en foutisme général. Donc quand il y a une certaine indifférence générale, on ouvre davantage la porte aux radicalisations extrêmes, parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il y a un laisser-faire. Moi je pense que ce qui est vraiment important, c'est développer un esprit de citoyenneté et développer un esprit religieux dans le sens du dialogue. Je pense que nos églises et les religions en général sont vraiment stimulées à développer un esprit de dialogue, mais aussi de spiritualité, parce que dans nos sociétés, s'il n'y a pas de spiritualité, alors il y a le n'importe quoi. Il y a, je dirais, l'errance, il y a le danger de violence non contrôlée, et c'est un peu ce qui semble s'être passé là-bas. Nous ne sommes jamais à l'abri, évidemment, du risque d'une violence déchaînée par un individu incontrôlé. Ça existe dans toutes les cultures, toutes les religions, tous les pays du monde à un moment donné. C'est les aléas de l'existence humaine, c'est un peu le mystère du mal qui, à un moment donné, éclate chez telle et telle personne. Mais pour éviter de favoriser ça, je crois qu'il faut développer une profondeur spirituelle pour qu'il y ait chez les personnes une nourriture de la vie et de l'espérance, et il faut aussi développer un esprit de dialogue dans les religions pour que la personne qui se sent marginale, à un moment donné, soit quand même rejointe, quoi. Et donc je trouve que là, il y a un effort constant à faire, et face auquel nous sommes mis en tant que chrétiens et en tant que responsables chrétiens, comment développer un impact spirituel et comment développer un esprit de dialogue. On a quand même l'impression qu'il y a une recrudescence générale un peu partout dans le monde de l'extrême droite, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Australie ou dans ces pays-là, ou que ce soit en Europe aussi, dans certains pays. Qu'est-ce qui pousse des gens à avoir des idées finalement inspiré notamment du nazisme? Est-ce que c'est la suprématie, par exemple, de la race blanche? Est-ce que c'est du racisme? Qu'est-ce que vous voyez comme... Oui, mais donc le sentiment populiste se nourrit aussi bien de gauche que de droite. Il part d'un certain mécontentement, donc il peut y avoir un mécontentement social, d'où l'importance d'avoir les corps intermédiaires pour permettre à la fois de donner une parole à ce mécontentement social et donner aussi une réponse concrète et une valorisation des personnes face au mécontentement social. Donc moi je crois qu'il est très important de valoriser les corps intermédiaires. Dans le monde actuel, il est toujours compliqué d'être ensemble pour une action. Il y a toujours la tendance à être chacun de son côté. Nous sommes un monde individualiste. Donc, la dimension communautaire est moins populaire qu'autrefois, ce qui fait qu'on ouvre aussi plus la porte de facto à des populismes, c'est-à-dire à des mouvements non contrôlés qui ne veulent pas une structure, ou qui ne veulent pas un programme, ou qui ne veulent pas une action concrète, ou qui ne veulent pas un responsable clair et net. Et donc, ça veut dire qu'il y a le danger que nos sociétés soient éclatées parce que les corps intermédiaires sont dévalorisés. L'esprit de communauté n'est pas porté dans le monde actuel comme un idéal. Au contraire, c'est l'individualisme, la liberté personnelle qui est toujours valorisée. Alors évidemment, à ce niveau-là, forcément, on s'expose à des populismes et à des mouvements de type nationaliste qui ont un côté très individualiste. Donc je crois que la réponse, c'est valoriser les corps intermédiaires, que ce soit des mouvements de jeunesse, que ce soit des partis politiques, que ce soit des mouvements spirituels comme les églises, que ce soit des syndicats. Il est très important dans nos sociétés de ne pas dévaloriser la dimension communautaire. Et il faut se rendre compte que dans le monde actuel, tout ce qui va dans le sens du communautaire est malheureusement stigmatisé. À un moment donné, c'est mis en question et c'est décrédibilisé parce que parfois il y a des abus. Effectivement, il peut y avoir des abus. On l'a vu dans les affaires avec l'Église catholique, les viols de religieuses, les problèmes du célibat, des choses pareilles.
on montre qu'il y a des abus, mais le grand danger en mettant en épingle les abus, c'est qu'on décrédibilise toute vie communautaire. Et donc, si on décrédibilise la vie communautaire, on a une société éclatée qui débouche dans la violence. Donc, il faut bien se rendre compte de ça, d'où mon accent sur la volonté de développer les corps intermédiaires, les associations de personnes. Merci beaucoup, Monseigneur. C'était la première partie de l'émission Regard d'évêque de mars 2019, en vidéo, comme chaque mois. Je vous rappelle que vous trouverez les autres parties de cette émission sur le site du diocèse de Liège, sur la page Facebook de RCF Liège et du diocèse, et aussi sur YouTube. Pour nous contacter, les coordonnées vont apparaître tout de suite sur votre écran. Portez-vous bien et à bientôt.